Bienvenue à tous ceux qui sont parmi nous. Donc vous avez le chat en bas à droite, vous pouvez laisser vos messages et vous pouvez aussi éventuellement à la fin du meeting, si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez un bouton en haut tout rouge, là, le gros truc rouge, cliquez ici, c'est éventuellement vous pouvez prendre rendez-vous pour une petite discussion et faire connaissance tout simplement. Voilà, donc je vous propose d'y aller, il est 9h03, on va essayer de tenir la présentation en 30 minutes et une dizaine de minutes de questions-réponses. Donc là encore, n'hésitez pas à poser vos questions en bas à droite de la présentation ici. Alors j'ai envie de vous faire travailler un petit peu et j'ai envie de vous poser la question suivante. Pour vous, est-ce que la culture d'entreprise aujourd'hui, en toute honnêteté, est-ce que c'est une priorité? 0, pas du tout. 10, une priorité immédiate. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste taper dans le chat le niveau? Alors j'ai vu dans vos inscriptions, il y a eu la question effectivement, est-ce que la culture est quelque chose d'important? Et puis il y avait un certain nombre d'entre vous qui disaient non, mais ça m'intéresse, ça m'interpelle quand même. D'accord. Donc là, je vois, il y en a pas mal de 7, 8, 9, donc bravo. Il y a des, enfin bravo, je sais pas. Je vais essayer d'aller dans votre sens aujourd'hui. Il y a des gros spécialistes de la culture d'entreprise, donc je serais ravi de faire votre connaissance. Voilà, donc voilà, moi c'est génial. Hein, donc j'entends plein de 8. Allez, on avance, mais déjà je suis assez impressionné par votre intérêt et votre prise de conscience que la culture est vraiment quelque chose d'important. Et c'est nous notre cheval de bataille, les harmonistes, ce qu'on essaye d'apporter, notre pierre à l'édifice, c'est de permettre aux entreprises de se développer de manière harmonieuse. Et pour ça, l'harmonie, c'est d'être cohérente, d'être aligné, d'être droit dans ses bottes par rapport à une culture qui va représenter l'ensemble de vos fondamentaux. On va y revenir. Donc c'est vraiment ça, c'est la culture, ça va être votre socle qui va vous permettre de vous développer. Mais il se passe un phénomène aujourd'hui. En fait, la culture, on en a parlé dans les années 80, 90, 2000, et c'est tombé dans l'oubli en fait. Véritablement, il y a eu énormément de littérature, de management là-dessus. Ça a été pris à ce moment-là par les publicitaires, qui en ont fait un peu un discours paillette, et derrière le truc est tombé. Comme une baudruche, c'est dégonflé. Et aujourd'hui, donc pendant 10 ans, 15 ans, on n'a pas beaucoup entendu parler, sauf quelques startups qui vraiment du style Doctolib, voilà, ce genre Blablacar, c'est des startups qui ont très tôt, il y a 10 ans, dit dans la culture pour nous c'est super important, ce qui nous permet de nous développer et de scaler entre guillemets. Et aujourd'hui, là, depuis 6 mois, depuis 1 an, il se passe un véritable phénomène. Donc nous, ça fait depuis 8 ans qu'on travaille dessus, mais on a vu effectivement avec humilité qu'il n'y avait pas forcément une grosse résonance de l'écosystème autour de ces notions de raison d'être, de valeur, de vision, de culture. Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'extrêmement rapide aujourd'hui et que j'ai synthétisé par les 3 cercles qui sont là. Le premier, c'est les collaborateurs. Aujourd'hui, lorsque un jeune, un ingénieur qui a les moyens de poser des questions à un entretien de recrutement, passe à l'entretien de recrutement, il va poser la question, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi le sens, c'est quoi l'impact de votre société, c'est quoi votre culture, c'est quoi le style de management, comment se comporte l'entreprise, en quoi croit l'entreprise. Et donc, on a pas mal de nos clients aujourd'hui avec des chefs d'entreprise qui sont pas totalement convaincus de l'utilité de la culture, mais qui ont une pression de leur DRH et de leurs ressources et de tous leurs managers qui leur disent pour recruter et pour surtout garder nos jeunes, il faut avoir une culture. Et au-delà de ça, il faut avoir une culture authentique, sincère. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc moi, je salue les jeunes aujourd'hui. C'est eux qui donnent une dynamique formidable à cette notion de sens, de raison d'être, d'impact, de RSE, de tout ce que vous voulez, et qui fait que ça crée vraiment une dynamique, une pression auprès des chefs d'entreprise. Cette pression, elle est, et si il n'y a pas de culture, c'est-à-dire si on leur fait un discours de façade, et que derrière, ce discours n'est pas tenu, dans la réalité des faits, ces collaborateurs, ces diplômés partent. Donc évidemment, c'est pas valable pour tous les collaborateurs. C'est une question de rapport de force. Mais si le collaborateur a l'embarras du choix du job, il ne va pas hésiter à partir une seule seconde, et du jour au lendemain. Et donc ça laisse pantois un certain nombre de chefs d'entreprise qui voient des équipes entières partir, notamment à l'étranger aussi. Hein. Ces cultures, ça marche en France, mais ça marche aussi à l'étranger de plus en plus. Par exemple, aux États-Unis, on a un de nos clients qui a une forte activité aux États-Unis. Si vous ne présentez pas une culture forte, tout de suite, vous n'allez pas garder vos équipes. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez clair. Et alors, ces collaborateurs sont aussi des consommateurs. Et on appelle ça des consommateurs. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les consommateurs achètent du local, achètent des sociétés qui ont de l'impact, qui l'affichent, des sociétés qui sont authentiques, etc. Jusqu'à aller boycotter des Amazon, aller boycotter des Black Friday. On voit des initiatives qui sont encore, on va dire, relativement marginales, mais qui montent en puissance extrêmement rapidement. Et il se passe un autre phénomène, j'ai mis une troisième roue qui va vous interpeller, c'est les investisseurs.
Vous allez me dire: «Les investisseurs, les financiers aujourd'hui, en quoi sont-ils sensibles à la raison d'être, à la culture, à l'impact, aux valeurs de l'entreprise?» Et ben, de plus en plus. C'est né par la RSE, de plus en plus les investisseurs institutionnels, donc ceux qui mettent de l'argent dans les fonds d'investissement, demandent à avoir une cartographie de la RSE des sociétés du portefeuille. Mais il se passe aussi quelque chose en bourse. Tous les fonds qu'on a appelés les fonds ISR, c'est-à-dire les fonds à investissement socialement responsable, ont connu une accélération des souscriptions. Donc, c'est des fonds qui sont nés il y a 3-4 ans, hein, réellement. Hein. Une société de gestion comme Sycomore s'est lancée véritablement là-dessus en 2017. Et il se passe un phénomène qui est généré par la crise du Covid, avec cette prise de conscience des problèmes d'impact, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, qu'il y a une une souscription énorme auprès de ces fonds ISR. Et en plus, ces fonds ISR se sont révélés plus performants, autant voire plus performants que les autres, parce que composés de sociétés de santé, des sociétés Internet, de sociétés très résilientes, qui ont un impact avec des consommateurs très fidèles, et donc leur cours de bourse a bien mieux résisté. Et donc et ce phénomène sur les fonds cotés est en train d'arriver sur les fonds privés. Vous avez des fonds comme Citizen Capital ou Droise et d'autres qui de plus en plus se lancent là-dedans. Et il est clair qu'aujourd'hui, une société de gestion ISR et demain une société de capital risque, si elle n'a pas une politique RSE, si elle n'a pas une politique d'impact, elle n'arrivera plus à lever des fonds. C'est-à-dire que ça devient un standard, véritablement. C'est en train de basculer aujourd'hui, là, dans les instants dont on parle. Et donc, on va en dire qu'il y a une sorte, l'entreprise est pris d'une sorte de sandwich entre d'un côté les collaborateurs et les consommateurs, mais aussi leurs actionnaires, qui au fur et à mesure du temps vont demander de plus en plus de comptes sur c'est quoi votre RSE. Et il se passe un phénomène de dingue, c'est que au départ c'était juste la RSE, c'était un truc à côté, c'était de la communication, on faisait un bon rapport et c'est bon, on avait rempli son obligation. Et aujourd'hui non, à la fois les collaborateurs, les consommateurs, mais aussi les investisseurs demandent à ce que ça soit sincère, d'accord, et authentique. Et donc là, il ne s'agit plus de donner du sens, il s'agit d'avoir du sens. Et c'est vraiment, il ne s'agit plus voilà, de donner l'impression d'avoir une culture, il s'agit véritablement d'avoir et de vivre une culture. C'est là que se joue toute la différence. Et ça n'a rien à voir. Lorsque vous commencez à vivre intensément quelque chose, à être sincère, il faut le mettre en œuvre concrètement. Et c'est là que les harmonistes, nous, depuis 2012, on travaille, c'est la mise en action concrète de ces aspects qui peuvent paraître un peu impalpables, un peu conceptuels. Euh, alors, soyons concrets, à quoi ça sert la culture? Je vais vous donner l'exemple d'OVH, d'Octave Klaba. C'est une très, très belle, entreprise française qui va très vite, qui est une des stars je dirais des sociétés technologiques. Mais on se connaît c'est moins et Octave Klaba en parle, donc c'est pour ça que j'en parle parce qu'il a fait un article là-dessus, donc je le cite, il n'est pas client chez nous, donc je le cite de manière, tout à fait, objective. Il a connu en 2017 un véritable problème parce qu'il recrutait tellement qu'il y avait un énorme écart, d'énormes tensions entre les anciens collaborateurs et les nouveaux collaborateurs, et tensions qui généraient des départs des anciens collaborateurs. À cela s'est ajouté une acquisition aux États-Unis dans laquelle il y a eu un choc de culture important, et donc de nouveau des départs, de nouveau des hésitations, de nouveau des questions. Et comment Octave Klaba a fait pour relancer toute la dynamique, pour faire reprendre, si vous voulez, la dynamique de succès qu'avait OVH avant et qui était vraiment là en danger. Donc c'était vraiment un danger important. Et Octave Klaba, naturellement, spontanément, il s'est dit, on va recréer l'énergie commune en travaillant collectivement sur la culture. C'est quoi notre vision? C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi le sens de ce qu'on a? En quoi OVH a un rôle par rapport au GAFA? C'est quoi nos valeurs? Avec énormément de bienveillance et énormément l'humain est très très au centre d'OVH. C'est quoi notre stratégie? C'est quoi notre organisation? Comment on prend les décisions chez nous, etc. Et ce travail qui a été fait de manière collective, c'est exactement ce qu'on fait nous pour accompagner les entreprises. Ça a généré un phénomène d'adhésion, un phénomène où les rangs se sont resserrés, où tout le monde est parti ensemble, je dirais, au combat en quelque sorte. Voilà, donc ça a vraiment permis à l'entreprise d'avoir un second souffle extrêmement important. Et vous lisez, je vous ai mis le lien vers l'article et je vous l'enverrai, je mettrai dans le chat tout à l'heure. Octave Klaba dit très bien que c'est au bout de 19 ans qu'il a fait ça seulement. Donc il dit, mais si j'avais su, je l'aurais fait dès le départ, quoi. Voilà, donc un exemple d'entreprise qui a utilisé la culture comme un levier d'engagement des équipes, de fédération de tout le monde autour d'une direction commune. On va le revoir, je vais en reparler. Alors, la culture, qu'est-ce que c'est? Si je vous pose la question, d'ailleurs, tiens, si je vous pose la question, la culture, qu'est-ce que c'est? Essayez d'y répondre là par le chat. Et j'en profite pour voir les questions.
Il y a Bérangère qui nous indique qu'il y a des indicateurs financiers pour mesurer l'impact écologique. Effectivement, il y en a de plus en plus. Il y a notamment une société qui s'appelle Zay, il y a, je vois Iris aussi. Et entre remplir un rapport RSE et être aligné avec le contenu de ce rapport, il y a une grosse différence. Et c'est exactement cela. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il est nécessaire aujourd'hui que cette RSE ne soit pas juste un véhicule de communication. Vous prenez des grosses entreprises, vous prenez la BNP au départ, voilà, ils avaient une politique RSE qui était très très belle, avec des actions RSE écologiques, etc., mais qui n'avaient rien à voir avec l'activité intrinsèque de la banque. Et aujourd'hui, on sent que la RSE est en train de rentrer dans tous les pores de la peau de la BNP. Je prends L'Oréal, c'est pareil, une entreprise qui était très, très dure, très exigeante, dans laquelle la RSE était un rapport. Bah, aujourd'hui, c'est en train de rentrer vraiment au cœur de L'Oréal, quoi. Donc voilà, c'est ce travail qu'il faut faire. Voilà. Donc, je vois les définitions, c'est l'âme de l'entreprise, oui, c'est l'intérêt minimal commun, très, très bien. C'est des valeurs en commun. Alors, est-ce que c'est que des valeurs ou est-ce que c'est aussi autre chose? C'est ce qui fait l'essence de l'entreprise, oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui fait vraiment le cœur de l'entreprise, qui fait bah, tous ces fondamentaux, qu'on peut appeler. Ceux qui mangent, voilà, Peter Drucker qui a dit effectivement, culture eats strategy for breakfast. Donc, effectivement, c'est un peu la genèse de tout. C'est pourquoi on va mener cette stratégie. C'est le point d'orgue rassembleur. Je vous trouve hyper lyrique, donc je vous trouve vraiment formidable. C'est vraiment génial. Alors moi, je vais être plus prosaïque, mais je suis complètement en phase avec tout ce que vous dites. Pour moi, c'est la façon unique de se comporter, de se réagir. C'est la façon unique. C'est-à-dire que chaque entreprise a une culture. Il faut savoir que tout groupe d'humains, que ça soit une famille, que ça soit une organisation, une fondation, un gouvernement, que ça soit une nation, que ça soit une planète, tout groupe d'humains a une culture. C'est son mode de fonctionnement, en fait. C'est comment on prend les décisions, c'est qui est le leader, c'est comment on gère les conflits, c'est pourquoi on est là, pourquoi on est ensemble. C'est vraiment ça. Et donc, il faut comprendre que toute entreprise a une culture. Maintenant, est-ce qu'elle est comprise, est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est dans l'imaginaire collectif? Et une culture, si vous la managez pas, c'est elle qui vous manage. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte de ce qui se passe et vous pouvez avoir, en plus, ça peut exploser. C'est une culture, c'est fragile. Il peut y avoir de multiples cultures et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des silos dans l'entreprise ou des différences culturelles qui créent des chocs de culture et donc l'incapacité de départements de travailler ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment pourquoi et comment on fait les choses ici, chez nous. OVH, Octave Klaba dit, c'est un ensemble d'éléments qui font que les collaborateurs ont envie de se lever le matin. Donc c'est ce côté énergie et qui font confiance à l'entreprise. À la fois les collaborateurs, mais aussi les clients. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas voir la culture comme uniquement quelque chose d'interne RH, communication. Il faut vraiment voir la culture comme un ensemble de choses qui va attirer les clients, les collaborateurs et aussi les investisseurs. Donc, on a un phénomène de OK, qui on est et quels sont les gens qui ont envie de travailler avec nous. Alors, je vais vous amuser avec mon image de la chauve-souris. Vous allez me dire, il va loin quand même. Alors, lorsque vous imaginez que vous avez un nouveau collaborateur, lorsqu'il arrive dans une entreprise, il va poser plein de questions à plein de gens différents. Et il va avoir des réponses. Et en fonction de ce qu'on lui ramène, donc c'est comme la chauve-souris qui vole, elle vole extrêmement vite en envoyant des ondes. Et en fonction du retour des ondes, hein, ça marche comme le radar, elle se déplace à une vitesse incroyable. Eh ben, le collaborateur, s'il reçoit des ondes extrêmement claires, des réponses extrêmement claires à qu'est-ce qu'on fait, qui on fait, comment on se comporte, comment on prend les décisions chez nous, comment on est organisé, eh ben, lui va pouvoir être autonome le plus rapidement possible. Sinon, si le cadre n'est pas clair pour la chauve-souris ou pour le collaborateur, la chauve-souris, elle s'arrête, le collaborateur, il s'arrête, voire il part, parce qu'il dit, je ne peux pas travailler, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même dans cette entreprise. Donc, il faut comprendre que la culture, c'est l'ensemble des fondamentaux qui permettent aux collaborateurs d'être autonomes, mais aussi alignés. C'est-à-dire, on est autonome chacun, mais pourquoi faire? Donc, c'est le cadre, ce sont les règles du jeu. Et souvent, on dit, mais attendez, une culture, est-ce que c'est pas excessif? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que ça prive pas la liberté des collaborateurs? Au contraire, prenez le jeu des échecs. C'est une image que j'utilise souvent. Vous avez des règles du jeu qui tiennent en une page. D'accord? Mais ça, vous voyez, imaginez la créativité qu'il y a autour des échecs. Je vous recommande d'ailleurs la dernière série sur Netflix qui est remarquable à ce sujet. Et donc, il y a une liberté absolument incroyable, une créativité incroyable. Donc, c'est pas parce que vous avez un cadre et des règles du jeu que vous n'avez pas de créativité. Ce cadre, ça va permettre des règles du jeu qui vont permettre à tous les collaborateurs de véritablement jouer, entre guillemets, ensemble et d'être autonomes parce que voilà, il n'y a pas besoin de remettre en question les règles du jeu. Et quelque part, c'est le projet d'entreprise. Donc, il y a un côté non seulement cadre, mais il y a un côté aussi énergisant. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va ensemble? Et puis, le troisième phénomène, c'est finalement que ça crée énormément de tensions en moins. Les tensions sont naturelles dans une entreprise. Il est normal, les tensions sont révélateurs de problèmes, d'évolution, de nouveaux challenges, etc. Donc, il y a plein de problèmes qui vont faire avancer l'entreprise. Mais il y en a plein d'autres qui sont inutiles parce que le cadre n'était pas clair. Et c'est cela qu'on va éliminer. Et si on arrive à éliminer 50% des problèmes dans une entreprise,
votre entreprise est bien plus légère, bien plus agile et donc peut véritablement prendre les décisions. Et puis vous n'avez pas découragé les gens. Moi, enfin, vraiment, ce qui nous a, je pense, tous les harmonistes ont vécu des histoires personnelles dans leur d'entreprise dans lesquelles il y avait du gâchis, il y avait des trucs ridicules qui faisaient que à la fin on partait alors qu'on adorait la boîte, quoi. Donc c'est cette capacité effectivement euh, de d'avoir un développement fluide sans gâchis en fait, hein. Et donc je vous ai mis une petite phrase que j'aime bien en bas qui est dite par l'un des chefs d'entreprise qu'on interviewe parce qu'on fait donc des podcasts et je vous en parlais tout à l'heure où on interviewe des entreprises qui ont des belles cultures et je vous recommande vivement, je vous mettrai les liens tout à l'heure en fin de webinaire. Je vous recommande vivement de les écouter, vous allez être impressionné par la qualité des cultures. Et c'est Kevin de Germinal qui dit la culture permet à tout le collaborateur de réfléchir comme un fondateur et de prendre la bonne décision au jour le jour. C'est vraiment ça. On dit souvent que la culture, c'est la façon dont les collaborateurs prennent les décisions quand le dirigeant ou les managers sont pas là. C'est vraiment ça. C'est les règles du jeu qui fait que tout le monde peut prendre des décisions, y compris l'âme de l'entreprise comme le dirigeant. C'est fort, non? Est-ce que ça vous parle? Je remercie aussi Laura qui cite effectivement la série dont je parlais tout à l'heure sur les échecs, qui s'appelle Le jeu de la dame. Alors, ouais, donc l'autre élément, c'est non seulement c'est un cadre, mais c'est aussi une énergie. Et imaginez dans votre entreprise que vous soyez 2, 50, parce que certains d'entre vous travaillent dans des grands groupes de centaines de milliers de personnes et d'autres dans des petites startups qui démarrent. C'est pas une question. Enfin, même pour vous-même, c'est quoi le projet de l'entreprise? Même à 2 fondateurs, il est important de le caler. Et quand vous voyez des entreprises comme Michelin, qui a plus de 100 000 collaborateurs, arrivent à travailler de manière claire sur leur culture, c'est tout à fait possible. Il y a une très belle dynamique de grands groupes aujourd'hui autour de ces sujets. Et donc, il s'agit vraiment de mettre l'équipe en premier. Donc, la culture, c'est on définit les règles du jeu pour que l'entreprise fonctionne. Et voilà, donc c'est que de ne pas être une addition de personnalités individuelles, c'est d'être vraiment une dynamique de collective et de pouvoir tous ramer dans le même sens. Donc, c'est en ça que la culture est quelque chose d'extrêmement important. Mais je vais encore vous ouvrir les yeux sur une troisième facette. Donc on a dit ok, c'est le comportement, c'est un cadre, hein, c'est savoir des règles du jeu pour être autonome, c'est une énergie qui nous amène dans la même direction, mais c'est aussi une force de protection. En quoi la culture est une force de protection? C'est un peu comme les globules blancs, c'est la patronne de Krug, je crois, qui disait ça. Parce que lorsque, effectivement, et on le voit très très bien pendant la période du Covid, lorsqu'une entreprise est agressée, lorsqu'elle est challengée, lorsqu'elle est en danger, eh ben, les éléments qui sont en phase avec la culture, qui sont énergisés par l'entreprise véritablement, vont faire corps, vont se souder, vont se resserrer les coudes, vont serrer les rangs et vont essayer de trouver des solutions pour sortir de la crise, pour trouver les meilleures solutions possibles. Donc c'est en cela que la culture va créer un phénomène de protection, une sorte de système immunitaire à l'entreprise. Et on le voit très très bien. Et donc quelque part, on pourrait faire le parallèle entre la culture et la santé de l'entreprise. Plus votre culture est forte, plus vous avez un système immunitaire costaud qui va vous protéger pendant les périodes de crise et qui va faire en sorte que vous allez vous transformer plus rapidement. Donc c'est parce que vous avez une culture forte que la transformation s'opère vite. Quand vous êtes dans un grand groupe et vous voulez faire opérer une transformation, il faut lui donner du sens. Voilà, si vous avez un grand groupe dans lequel vous avez plein de cultures différentes, votre projet de transformation n'a pas de sens, et ben vous allez avoir beaucoup de mal à emporter l'adhésion et embarquer les équipes. Voilà, donc j'ai envie de vous poser la question. Là encore, je vous fais un peu travailler. Ce matin, c'est pour nous réveiller tous. La crise révèle que votre culture d'entreprise est bien définie. Donc, qu'est-ce qu'a révélé la crise? Est-ce que votre culture est bien définie, est bien ancrée, elle est bien utilisée? Donc, c'est que vraiment, comme je l'ai dit, ça a créé ce système d'anticorps et vraiment, vous avez senti les équipes soudées. Est-ce qu'elle est prégnante? C'est-à-dire que la culture n'était pas vraiment définie, mais elle était là et il faudrait quand même mieux la mettre en valeur pour encore plus en tirer parti. Et où est-ce qu'elle est vraiment à définir? Et on se rend compte que finalement, les équipes n'ont pas été aussi soudées que ça. En tout cas, ça a été un peu compliqué, quoi. Voilà, donc si vous pouvez répondre 1, 2 ou 3, ça serait intéressant. Je regarde rapidement les réponses. On a toutes les réponses. On a du 1 au 3. Et en tout cas, ce qui est intéressant de retenir, c'est que cette crise sanitaire, qui est dramatique, hein, on le conçoit, mais elle marque plein de nouvelles choses. Elle marque effectivement le démarrage du télétravail. On a fait un très très bon webinaire il y a de cela 3 semaines à ce sujet. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien aussi sur comment gérer le télétravail dans cette période du Covid, notamment grâce à la culture d'entreprise.
Et donc, ce qui est important dans cette crise aussi, c'est met en valeur les dysfonctionnements. C'est-à-dire que ce qui est, voilà, il a fallu tout changer, il a fallu voir. Donc, est-ce que vous avez des dysfonctionnements? Est-ce que les managers étaient vraiment, je dirais, en confiance avec leurs équipes? Dès qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, dès qu'il y avait des collaborateurs qui n'étaient pas dans leur dimension plaisir, bah voilà, derrière, impossible de les faire revenir au travail véritablement. Dès que vous avez des process qui n'étaient pas calés ou des trucs qui n'étaient pas suffisamment digitalisés, bah ça devient l'horreur à gérer. Et donc en fait, c'était un hyper, je dirais une hyper table à secousse pour l'entreprise et dans les dysfonctionnements, mais aussi dans ce qui fonctionnait bien. Parce qu'il y a des entreprises qui sont trouvées, voilà, qui avaient investi sur leur télétravail, qui avaient investi sur leur digitalisation, qui avaient investi sur leur process et qui avaient investi sur leur culture et qui ont été, mais vraiment, qui s'en félicitent tous les jours. Parce qu'avant, c'était, et je vais vous citer Vivaltovi tout à l'heure, c'est vraiment une entreprise d'EHPAD, c'est une cinquantaine d'EHPAD en France, c'est 3000 personnes. Et ils ont énormément travaillé sur leur culture. Et lorsqu'est arrivée la crise avec le rush, et ben, en fait, chaque EHPAD était complètement autonome, avec une énergie incroyable. Et c'est parce qu'ils avaient cette dynamique en amont que ça a permis voilà, une certaine autonomie de tous les chefs de centre. Donc, et ça va. Donc, la culture, le Covid va vraiment mettre en valeur la force de votre culture. Et nous, on estime qu'il y a 3 degrés d'ancrage. Et c'est un peu les degrés d'ancrage qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire, est-ce que la culture, elle est juste, est-ce qu'elle est définie déjà? Donc ça, quelquefois, il y a même 0 degré d'ancrage. C'est sûr qu'elle est prégnante, mais elle n'est pas définie. Donc, elle est là, elle est forte, mais dès qu'on va grossir, dès qu'on va acheter une société, elle risque de se perdre. Donc, c'est pas évident de la garder. Donc, pour la garder, il faut la définir, il faut la clarifier, il faut la communiquer, il faut l'incarner. Donc voilà, donc il faut vraiment faire en sorte que le premier degré d'ancrage, c'est prendre conscience de c'est quoi notre culture, et on va en parler, c'est quoi. Et puis ensuite, la communiquer et l'incarner. Le deuxième degré d'ancrage, c'est l'utilisation effective au quotidien. Est-ce que dans les process de recrutement, on va en parler aussi, est-ce que dans les process de motivation, de promotion des collaborateurs, est-ce que dans la communication, est-ce que dans la façon de vendre et la façon de présenter l'entreprise, est-ce que la culture est vraiment utilisée quasiment au quotidien? C'est véritablement quasiment un référentiel de tous les collaborateurs. Mais le troisième degré d'ancrage, donc vous voyez, je vais quand même très loin, c'est que cette culture, elle soit reconnue à l'extérieur. C'est-à-dire que comme Nike, comme Apple, comme etc., on comprenne de l'extérieur c'est quoi cette entreprise. On sait que c'est du design, on sait que c'est l'innovation, on sait que, voilà, on sait que c'est pour les athlètes, on sait qu'il y a un côté dépassement de soi avec Nike, etc. Donc cette culture, elle est comprise de l'extérieur. On sait que chez Château Forme, bah, ce sera la chaleur de l'accueil, la chaleur de la réception pour organiser un événement. Voilà, donc ça, c'est connu des clients. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 degrés d'ancrage qui vont vous permettre d'aller juste d'une culture qui est prégnante mais qui n'est pas définie à une culture qui est définie, utilisée et reconnue à l'extérieur. Voilà, donc nous, ce qu'on dit, une des questions, c'est comment faire pendant cette période pour, bah, notamment et quelle que soit votre situation, comment faire pour redonner encore un coup de boost à votre culture? Et on dit, c'est en développant, en lançant un chantier collectif autour de cette culture. Est-ce qu'il s'agit de la définir de manière complète? Est-ce qu'il s'agit juste de revisiter les valeurs? Est-ce qu'il s'agit de revisiter l'organisation, quelques process clés? Mais en tout cas, c'est ces travaux collectifs autour des fondamentaux qui vont permettre de recréer cette dynamique commune. Donc c'est vraiment le moment idéal parce que les gens sont extrêmement sensibles à plein de notions d'impact, à plein de notions de sens, à l'écologie, à la santé, au rôle de chacun des collaborateurs. Donc il y a une énorme sensibilité qui fait que c'est un très très bon moment pour retravailler de manière collective sur la culture, et on le fait très bien en télétravail. On a animé la semaine dernière 2 ateliers pour revisiter des valeurs de 2 entreprises. Voilà, et grâce aux outils du style Klaxoon, Mural et autres, on arrive à faire des choses assez incroyables d'ailleurs qui sont même quelquefois aussi performants, voire différemment performants que des séminaires physiques. Donc c'est vraiment vraiment intéressant qu'aujourd'hui on peut se permettre de travailler sur ces chantiers-là, même à distance. Alors je vois une question sur le top management, j'y répondrai tout à l'heure, mais c'est vraiment une question intéressante. Effectivement, l'individualisme revient vite au galop en période de crise, et on a aussi un vrai souci, un vrai sujet d'exemplarité du top management. Voilà, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Yona, je suis tout à fait en phase avec vous, et c'est pour ça qu'on a créé ce nouveau métier d'harmoniste, c'est pour aider les entreprises à apprendre à le faire elles-mêmes. Mais et nous, on transfère le savoir, et voilà, on coach en fait en quelque sorte les entreprises pour qu'elles le fassent elles-mêmes. Donc, de quoi est composée une culture d'entreprise? Parce que c'est bien beau, mais je vous ai posé la question tout à l'heure, et vous avez vu que ce qui est intéressant, c'est que vous aviez tous raison, mais vous aviez tous des définitions très différentes. Et donc, ce qui me fait rire, c'est la remarque de Laura tout à l'heure, à l'instant.
Et alors de composer une culture? C'est composé, pour nous de 4 grands ensembles qui contiennent chacun plusieurs éléments. C'est d'abord un sens, c'est pourquoi on fait les choses, c'est quel sens? Donc ça va être principalement la raison d'être, donc c'est vraiment l'étoile du Nord, c'est vraiment quel est l'impact, que veut avoir l'entreprise, dans son écosystème. Mais c'est aussi la vision, c'est quoi notre vision de l'écosystème, des grandes mutations et comment nous on peut y contribuer, nous entreprises, quoi. C'est aussi quelle route on va prendre, ce qu'on appelle le where, c'est quelle route on va prendre, c'est la stratégie, c'est l'ambition, c'est etc. C'est quels sont les objectifs, avec quelle vitesse on va aller. C'est ce genre de choses qui sont importantes. Et puis c'est quoi en fait, c'est qu'est-ce qu'on va vendre, c'est quoi notre métier, c'est quoi le bénéfice qu'on va apporter concret, c'est quoi notre proposition de valeur, en quoi on se différencie. Voilà. Et puis il y a un dernier élément qui est extrêmement important tout autant, c'est le comment. C'est-à-dire comment on va faire les choses. C'est bien sûr les valeurs qui vont être du comportemental, mais c'est aussi notre organisation, notre prise de décision, quels sont nos rituels, quels sont nos indicateurs de mesure. Voilà, donc c'est l'ensemble. Alors, je n'ai pas mis tout notre, ce qu'on appelle nous la culture map, donc ils ont l'ensemble des éléments parce que c'est un peu compliqué. Mais et c'est pour ça qu'on a mis 5 ans de recherche et développement pour vraiment approfondir, en dire qu'est-ce qui est dans la culture, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais surtout voilà que ça ait du sens. Et donc aujourd'hui, vous pouvez aller très très loin dans l'explicitation de ça, dans sa formalisation. Donc nous, à la fin, une fois qu'on nous demande de travailler sur la culture, on encourage l'entreprise à l'afficher. Donc, de différentes façons. Nous, on a un diapason chez nous, c'est une sorte de bouquin. On va voir que Vivalto, ils ont un Vademecum. On fait pas mal de culture code. Voilà, de plus en plus d'entreprises se disent c'est important de le formaliser, souvent sous forme digitale. Il y a des entreprises qui travaillent sur un livre, un culture book. En tout cas, quelle que soit la façon de le formaliser, à un moment donné, c'est important de se dire, ok, voilà, c'est peut être utile. D'avoir les choses de manière extrêmement claire. Alors, on a aussi voulu développer un petit outil pour vous aider. C'est un truc vraiment extrêmement simple. C'est un petit sondage auprès d'un échantillon de collaborateurs. Donc c'est un truc qui vaut. C'est vraiment, on a fait une offre très premier pas, faire le plus premier pas. Je crois que ça vaut 375 €, un truc comme ça. Et l'idée, c'est vous nous envoyez une liste de collaborateurs et on vous aide un peu à les sélectionner quand même pour avoir un échantillon représentatif. Et on va leur poser 25 questions. Et derrière, on va analyser ces questions ensemble. Donc c'est 1h30, 2 heures d'entretien avec un harmoniste. Et c'est super intéressant parce qu'on va voir 3 choses. On va mesurer concrètement la clarté et la force de votre culture. Deuxième élément, on va voir les écarts de perception entre vous et entre les équipes, entre le bureau de Lyon et le bureau de Paris, entre l'Angleterre et la France. Et on va identifier très très vite quels sont les axes de progression possibles. Donc en fait, il est possible, et avec cet outil, c'est un outil qui se veut pas statistiquement parfait, mais c'est un outil de prise de conscience qui permet de voir un peu, de faire un petit état des lieux de la culture. Donc ça donne des tableaux Excel on vous remet ça sur 5 ou 6 slides, qui permet de voir est-ce que les collaborateurs sont fiers, ont une fierté d'appartenance, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, mais surtout ça vous permet de voir les écarts entre les dirigeants et les collaborateurs de perception. Et là, vous croyez-vous que la culture est très forte, que les valeurs sont très bien ancrées. Et là, je voulais vous partager le témoignage de Damien Néret, qui est le dirigeant de Let's Sign It Men in Black, l'un de nos clients historiques. Et lui, il était vraiment très surpris de se dire c'est incroyable, moi je véhiculais la culture, j'avais l'impression de le rabâcher. En fait, quand vous regardez la perception des collaborateurs, elle était vraiment très, très relativement différente. Pas sur toutes les valeurs, mais sur certaines des valeurs, pas sur la raison d'être, mais sur la vision d'entreprise, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, il est possible, grâce à des harmonistes, grâce à des outils comme ça. Et voilà, donc on peut faire des audits de manière beaucoup plus dense et approfondie. On peut même comparer des cultures lorsque vous souhaitez faire une acquisition. Mais on peut aussi commencer de manière extrêmement simple. C'était ça mon message aujourd'hui. Voilà, j'ai pas besoin de faire un gros chèque au départ pour commencer à être sensibilisé. Si vous avez par exemple un patron, et c'était une question je crois, d'Iona ou de Laura, je sais plus. Voilà, quand le dirigeant veut pas y aller, à un moment donné, lui dire, on va faire un petit sondage, ça va vous coûter 375 € et on va juste voir l'état des lieux, quoi. Et je vous promets que ça permet une prise de conscience qui est quelquefois assez. On a vu des dirigeants vraiment être très énervés par le retour de ce sondage. Et puis d'autres, au contraire, confortés. Il y a vraiment toutes les situations. Donc voilà. Donc pour terminer, deux, trois dernières slides. Je vais aller assez vite, mais je vais vous transférer là dans le chat un certain nombre de références clients et de podcasts. Donc je disais tout à l'heure, on a fait une série de podcasts.
Voilà, donc vous avez une grosse masse, copiez-la et puis vous regardez après ce qui vous intéresse. Là, ça rend pas très bien, c'était bien trié, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse masse qui vous est envoyée. Donc Châteauforme, c'est vraiment, on vient de publier un article dessus et on a un podcast donc, écoutez la culture de cette entreprise. Leur raison d'être, c'est la chaleur ajoutée, c'est pas la valeur ajoutée, c'est la chaleur ajoutée. Donc ils sont vraiment là, donc ils ont vraiment mis leur culture au cœur de leur service client et ce qui fait leur différence, c'est une entreprise qui a très peu de service client, qui a très peu de commerciaux, très peu de marketing et ils ne fonctionnent que par bouche à oreille et même dans une période de crise comme aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup moins d'événements de séminaires, donc ils sont vraiment en souffrance économique, ben, il reste dans l'entreprise une culture incroyable. Vivaltovi, j'en parlais tout à l'heure, écoutez le podcast aussi, c'est incroyable, une entreprise qui, comme je disais tout à l'heure, a vraiment passé la crise de manière merveilleuse parce qu'elle avait documenté sa culture, parce que il y avait des liens extrêmement forts, parce qu'il y avait eu un travail, notamment en France et à l'étranger. Donc comment, et Vivalto explique très très bien comment il s'est développé en Espagne, en Belgique, et que ça marche très très bien parce qu'il y a ces cultures communes, il y a ce centre de gravité dont parlait, ce dénominateur commun dont parlait quelqu'un tout à l'heure. Puis je vous ai mis aussi un podcast de Geoffroy Bonnet-Desmarres, qui est le dirigeant de Chapka, et vraiment qui montre comment concrètement dans une petite PME, on peut mettre la culture en action. Et là, c'est une entreprise qui est allée extrêmement vite. Et à un tel point, alors c'est un courtier d'assurance voyage, et leur offre, c'était la meilleure assurance voyage pour les jeunes qui partaient faire le tour du monde. Et après un travail avec les équipes, ce qui est ressorti, c'était que leur raison d'être, c'était de permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde. Donc entre avoir la meilleure assurance voyage et permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde, vous voyez, on boxe pas dans la même catégorie. Enfin, et ils en ont fait des films. Ils ont osé montrer des jeunes qui parcouraient le monde, qui s'expatriaient et leur vie là-bas. Et c'est des films de 40 minutes qui ont eu un tel succès. Ils ont été téléchargés 1 million de fois à chaque film. Et ça a généré une explosion du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ce que je voulais vous montrer dans tout ça, c'est que en fait, la culture, c'est vraiment la mise en action de cette culture qui est importante. C'est de l'avoir, c'est de la définir. Si vous partez pas là-dedans, ne le faites pas du tout parce que quand on ouvre le chantier, c'est un chantier qui est important, qui est lourd, qui est long. Il faut l'ancrer, la culture. Mais c'est un formidable atout parce que après, on l'a vu, bah, c'est ce qui fait que vos équipes travaillent ensemble, c'est ce qui fait que vous avez moins de tension, c'est ce qui fait que vous vous différenciez de manière beaucoup plus forte, quoi. Alors je termine et après je vais répondre à toutes vos questions. Si l'ordinateur me le permet, là j'ai l'impression que j'étais un petit peu bloqué. Voilà. Et alors je voulais te donner un exemple d'utilisation concrète de la culture, c'est le recrutement. Et c'est peut-être l'un des points. Alors nous, la culture, on la met en œuvre à 360 degrés, mais il est très, très important aujourd'hui, les entreprises ont du mal de plus en plus à recruter. Difficile de trouver des bons collaborateurs qui sont énergisés par votre projet, qui vont rester. Et donc, vous pouvez vraiment utiliser à 100% votre culture pour non seulement faire je dirais, un filtre et de voir quels sont les gens qui adhèrent à votre projet, qui sont compatibles avec votre culture, qui sont compatibles avec votre style de management, etc. Et puis, vous pouvez même aller, et puis ceux qui ne le sont pas, et ceux-là qui ont peut-être un super bon savoir-faire, mais qui ne sont pas en phase avec la culture de l'entreprise. Et là, vous êtes sûr que, grosso modo, il n'y a pas d'avenir. Et donc ça, il faut le savoir. Et si on pouvait en amont éviter cela, et vous avez dans le dernier podcast qu'on a fait, celui qui a été publié la semaine dernière de Germinal, dont je parlais tout à l'heure, Kevin dit tous les candidats doivent savoir qui vous êtes et quelles sont vos convictions, quelles sont voilà, comment vous vous comportez chez vous. Et donc eux, ils communiquent tellement sur leur culture que vous avez déjà en amont un filtre. Ne viennent postuler chez Germinal que des entreprises, que des collaborateurs qui sont en phase avec, qui adhèrent, qui sont énergisés par ce projet. Et ils demandent des CV voilà, qui sont sympas. Enfin, ils demandent pas juste un CV, ils demandent des lettres de motivation qui montrent leur motivation. Donc, vous pouvez vraiment utiliser votre culture comme non seulement un phénomène d'attractivité des talents, de sélection, d'éviter de répulsion des mauvais talents et de sélection et à la fin, si vous ne recrutez que des gens qui sont en totale phase avec votre culture et énergisés par votre projet, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une énergie incroyable, une cohésion incroyable et votre entreprise, c'est là qu'elle va décoller. Donc, c'est juste un exemple et on l'applique, nous, absolument partout, avec les clients, avec les actionnaires, dans les processus internes, etc. Donc, c'est vraiment cette mise en œuvre, cette mise en action concrète de la culture. Donc, nous, on met la culture dans tout le parcours collaborateur, de la marque employeur, au recrutement, à l'onboarding, à la fidélisation, à la promotion, jusqu'au départ des collaborateurs. Donc, on va travailler à ce que l'ensemble du parcours collaborateur, de même que toute l'expérience client, de A à Z, intègre la culture dans tous les points de contact. OK? Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Donc, ça va vraiment très loin. Alors, je vous pose une dernière question, je vous promets, c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière, il y en a une dernière. Si
voilà, vous imaginez que vous lancez un chantier pour renforcer votre culture d'entreprise, ça va vous permettre quoi, vous, au sein de votre entreprise? Est-ce que ça va permettre de mieux attirer et fidéliser les talents, d'engager plus les collaborateurs, 2, 3, de créer un phénomène de cohésion, 4, de mettre les collaborateurs en plus en autonomie, comme on en a parlé tout à l'heure, avec un cadre clair, 5, d'avoir une plus forte différenciation et attractivité et capacité donc à vendre les clients parce que voilà, vous aurez une culture authentique et les clients se reconnaîtront dans votre offre. Ou 6, la capacité aussi à faire évoluer votre offre en disant bah tiens, si on met du sens, comment ça va faire évoluer? Peut-être que c'est le moment d'avoir voilà, plus d'impact, plus de RSE, plus que ce qu'on veut. Donc, je vois Florence déjà qui met 1, 2, 3, 4, 5. Donc, effectivement, ça, vous pouvez avoir un chantier prioritaire, mais la culture peut permettre aussi d'avoir un effet sur l'ensemble de ces choses, quoi. Voilà. Donc, nous, souvent, lorsqu'on accompagne les entreprises, on va commencer par l'un ou l'autre. Mais ce qui est important, c'est que vous preniez conscience de, OK, la culture, quel impact ça peut avoir. D'où l'objectif d'après que je vous posais, ça va être la dernière question. Et auparavant, je voulais juste vous citer ce texte qui est notre maxime à nous, c'est le fait de dire, si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Donc, c'est vraiment donne du sens, dis pourquoi tu es là, explique quelles sont tes valeurs, et c'est comme ça que tu vas vraiment créer cette énergie. Donc voilà, donc je voulais à l'issue vous poser la même question que tout à l'heure. Quel est, après m'avoir écouté, le degré de priorité? Alors, je m'offusquerai pas du tout si vous restez exactement au même niveau, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient à 9, donc, ou à 10, donc là, je peux pas leur demander de faire mieux. 11, bravo, il y a Laura qui fait mieux, qui fait 11, donc chapeau. Voilà, donc si je peux, et si vous pouvez aussi, et voilà, parce que l'objectif de ces webinaires, et pourquoi on prend ces prises de parole, c'est vraiment, on essaye d'avoir un impact, nous aussi, à notre échelle, mais véritablement de sensibiliser de l'importance de la culture, que c'est extrêmement concret, que c'est là pour servir le business, c'est là pour permettre aux entreprises de se développer de manière meilleure, plus fluide, en respectant l'ensemble des parties prenantes, en mettant de l'impact, en mettant l'humain au cœur, ok. Mais voilà, et si vous pouvez en parler autour de vous, faites savoir que les harmonistes sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas, tous ces webinaires, souvent je les mets en lien, donc si vous les voulez, je vous envoie le lien et vous pouvez le transférer à des amis ou chefs d'entreprise ou des RH. Hein, c'est vraiment voilà. Donc si je vais pu aujourd'hui vous aider à avancer d'un cran dans cette prise de conscience, c'est formidable. Une petite touche commerciale pour terminer, et après je répondrai à vos questions. Donc nous, notre offre, elle est simple, elle est évaluer la culture. Donc, on fait des audits de culture, on mesure la culture, comme on l'a vu, la définir. Donc, on travaille sur un chantier raison d'être, un chantier vision, sur la mise en forme d'un culture code, voilà. Et puis, la mise en action. Troisième élément, la mise en action. Donc, on va créer, par exemple, des culture teams. On va créer des ambassadeurs on a tout un système pour faire diffuser et ancrer la culture partout dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de vous aider à accélérer cette diffusion, cet ancrage, qui peut prendre du temps. Hein. Quelquefois, ça peut prendre 2 ans, quelquefois 6 mois, mais ça prend du temps. Hein. Ça se fait pas en un jour. Et puis, on a une activité de formation pour former lorsque vous voulez, si vous voulez monter en puissance votre équipe, si vous avez une équipe dédiée, ou si voilà. Et on a des offres spécifiques sur le télétravail, des offres sur la RSE aussi, le lien entre RSE et mise en œuvre en action. Voilà. Donc ça, mais n'hésitez pas à m'appeler. Le plus simple, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous, vous m'envoyez un petit mail, et c'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai un peu dérapé, il est déjà 9h40, j'ai été très bavard et je m'en excuse. Mais vous voyez, je suis un peu enflammé par ces sujets, c'est un peu notre passion au niveau de tous les harmonistes. Alors, je vais essayer de reprendre toutes vos questions. D'abord, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, parce que je vois qu'il y a quasiment tout le monde est resté jusqu'au bout, donc c'est vraiment formidable. Alors, n'est-ce pas que de la communication externe, comment vérifiez-vous qu'elle est déclinée en interne? Oui, ça c'est vraiment important. On le voit rapidement. Par exemple, le petit outil de mesure dont je parlais, vous voyez, ça vous saute aux yeux tout de suite. Voilà, et on pose la question aux collaborateurs, est-ce que les valeurs sont claires? C'est lesquelles? Voilà, c'est quoi votre raison d'être? Est-ce que vous êtes énergisé? Est-ce que etc. Donc on voit très rapidement si c'est vécu. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous avez des entreprises qui le vivent très fortement en interne et qui le disent pas tellement en externe. Donc ça, c'est plutôt des entreprises B2B composées d'ingénieurs. Et puis vous avez des entreprises très B2C, par exemple, qui ont une très forte culture externe de communication et qui le mettent pas en œuvre en interne. Donc en fait, c'est l'important, c'est la symétrie des attentions. C'est-à-dire que cette culture, elle doit être la même. La culture va se décliner en marque employeur, elle va se décliner en plateforme de marque, quoi. C'est vraiment, c'est la même. Mais à la base, vous avez une essence, comme le disait quelqu'un. Et donc c'est vraiment cette prise de conscience que c'est mis en œuvre. Et pour vous donner un autre exemple, par le processus de recrutement,
on fait prendre conscience aux dirigeants que voilà, que les collaborateurs ont besoin de ça aujourd'hui, c'est des demandes et donc il faut pouvoir y répondre. Et là, le jugement de valeur, le jugement précis, c'est les collaborateurs, vous arrivez à les recruter ou pas, vous arrivez à les attirer ou pas, vous arrivez à les fidéliser ou pas. Et voilà, on leur dit un recrutement, un départ évité, ben, ça vaut le coup de l'investissement sur votre culture, quoi. Que proposez-vous au DG pour que les salariés sentent qu'ils incarnent la culture d'entreprise? Donc ça, c'est justement tout ce travail d'ancrage. Donc c'est la troisième offre qu'on a. Donc on va proposer de les faire participer à l'élaboration de la culture. On va leur proposer de faire partie d'une culture team. On va leur proposer de travailler sur des enjeux précis, le processus de recrutement. Donc voilà, donc il y en a différentes facettes qui permettent de travailler sur cet ancrage. Et c'est en cumulant ces différentes facettes qu'on arrive à véritablement faire en sorte que la culture soit véritablement incarnée. Alors ça pose des problèmes, il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Voilà, donc il faut arriver à le faire avec beaucoup de douceur. C'est pour ça que souvent les harmonistes, qui sont des anciens managers, sont aussi formés au coaching et bien sûr à l'harmonie. Donc il faut un certain doigté quand même pour arriver à faire bouger tout ça. Est-ce que dans les nouvelles formes d'organisation, certaines favorisent la culture d'entreprise telle que vous la définissez? Oui, non. De plus en plus, les organisations sont horizontales. Et lorsque vous avez une organisation horizontale, vous êtes obligé d'avoir des fondamentaux clairs. C'est ce qui fait le succès de beaucoup de startups. Si vous prenez l'entreprise libérée qui va quand même encore un degré plus loin, vous avez un mode d'organisation par petites cellules et avec un gros travail sur le raison d'être, mais les fondamentaux sont pas toujours bien calés. Donc voilà. Donc là, on dirait, nous on accompagne quelques entreprises libérées qui ont eu des difficultés à mettre ça en œuvre, à vraiment bien clarifier toute la dynamique culturelle. Sinon, les cellules, elles collaborent pas les unes avec les autres. C'est un peu compliqué, quoi. Aspect qui est une retombée économique pour elles, notamment la communication externe vers les clients et les futurs salariés. La déclinaison en interne est bien moins prioritaire, hélas. Souvent, une entreprise ne va pas plus loin que son leader. Bah oui, en fait, c'est vraiment une question clé et merci de poser cette question. En fait, il y a une prise de conscience du leader et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine sensibilisation avec la loi Pacte, avec la RSE, avec tout ce que je disais tout à l'heure, les consommateurs, les collaborateurs. Donc, c'est ce que je disais, les dirigeants vont être de plus en plus encerclés, mais beaucoup des dirigeants considèrent pas ça au top de leur priorité. C'est vraiment pour ça que je vous mettais l'échelle tout à l'heure de 1 à 10. C'est cette prise de conscience qu'il faut mettre aujourd'hui la culture d'entreprise comme un chantier en haut de la pile, un chantier prioritaire, parce que il aurait fallu le faire depuis le départ, hein. Mais vaut mieux tard que jamais, comme chez OVH, après 19 ans, c'est pas grave. Et voilà. Mais si le dirigeant n'y croit pas, il y aura un problème d'incarnation et ça durera pas longtemps. Là, nous, on aide quand même. Ça nous arrive d'aider des clients comme ça, notamment d'essayer de mettre un département en succès avec cette dynamique, avec toujours l'aléa d'avoir un dirigeant qui croit ou qui croit pas et qui peut arrêter du jour au lendemain. Mais je crois que la prise de conscience, elle est grandissante. Elle est pas encore complètement mature, hein, soyons clairs, hein. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier vraiment d'être resté aussi longtemps. Voilà, est-ce qu'il y a encore une dernière question que j'ai peut-être ratée? Je regarde à la fin du chat. Voilà, merci Michel d'être. Alors je lis le dernier commentaire. Le pire est quand l'entreprise affiche une culture et qu'elle emploie des intérimaires et consultants externes qui eux sont bâchés et n'ont accès à rien du tout. Bah oui. C'est très clair que si vous avez une culture, tous vos fournisseurs, tous vos partenaires, toutes vos parties prenantes, donc que ça soit des freelances, que ça soit des consultants, que ça soit des fournisseurs d'ailleurs, il faut qu'ils soient en phase avec cette culture. Sinon, vous avez une difficulté. Alors sinon, vous classez tout par petites tâches, mais voilà, vous avez un problème de pérennité de la structure, quoi, et d'adhésion. Voilà, ça devient un ensemble de mercenaires qui vont au combat pour une action commando. Mais vous construisez pas une entreprise vraiment dans la durée. Donc effectivement, cette capacité à mener la culture aussi vis-à-vis des parties prenantes, dans le choix de vos freelances, dans le choix de vos consultants, c'est extrêmement important. Donc on va se présenter à l'entreprise, on va vraiment présenter tout de suite notre culture pour qu'on fait les choses. Et si voilà, on a des valeurs d'efficacité agile, de confiance dans l'humain, de positivité, on voit vite si ça match ou si ça matche pas, quoi. Donc on n'hésite pas à afficher notre culture dès la démarche de vente, hein, et ça c'est vraiment extrêmement fort. J'ai fait là un podcast récemment où le dirigeant dit la première chose que je fais, il s'agit de Sycomore qu'on va publier dans un mois. Et la première chose que je fais, que mes commerciaux font lorsqu'ils présentent notre société de gestion, c'est on parle de la culture, quoi. Une question sur la rémunération. Voilà, le rapport à la rémunération, le rapport à l'argent, ça fait partie de la culture. Donc, c'est quoi le rapport à l'argent de l'entreprise? C'est quoi le rapport à la transparence? C'est quoi le rapport au collectif?
Définissez la culture en amont. Est-ce que vous êtes collectif, individualiste? Est-ce que vous êtes au mérite ou au collectif? Effectivement. Est-ce que vous êtes dans la transparence ou pas? Ben, votre système de rémunération va être radicalement différent. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise rémunération, tout comme il n'y a pas de bonne et mauvaise culture. Il y a votre système de rémunération qui doit être en phase avec votre propre culture. C'est vraiment ça. Nous, à Harmonis, on a cette capacité qui est extrêmement rare chez les consultants, les coachs, etc., de s'oublier. C'est quand même beaucoup plus fréquent chez les coachs, quand même, voire un B.A.-ba, de s'oublier soi pour véritablement rentrer dans la culture d'entreprise et essayer même d'être quelque part le gardien de cette culture, d'aider d'être une sorte d'ange gardien auprès du dirigeant et des équipes pour leur dire non, si votre culture c'est ça et c'est vous qui l'avez défini, là votre décision là ou votre action, est-ce qu'elle est vraiment cohérente? Et on va pas donner la solution, on va laisser le chef d'entreprise réfléchir et trouver la solution ou l'équipe, hein. Y a-t-il un document qui présente la culture d'entreprise de Biharmoniste? Bah, c'est une super question et on est en train de retravailler sur notre site web qui va sortir dans 15 jours. Parce que oui, il y a un document qui est notre document interne qui s'appelle le diapason. Donc, on a notre document interne. Mais je l'ai mis aussi sur le site web, sur la nouvelle version qui sort dans 15 jours, où il y aura un onglet marqué notre culture. Donc, Héraclide, rendez-vous dans 15 jours et je vous envoie le lien avec notre culture parce qu'il ne faut pas qu'on soit les cordonniers les plus mal chaussés. C'était une très bonne question. Voilà. En tout cas, encore un grand merci. N'hésitez pas de nouveau à parler de nous. Si vous voulez, prenez rendez-vous là. N'hésitez pas, je suis vraiment disponible pour interagir. Si vous avez d'autres questions, si vous sentez qu'il y a des sujets chez vous et que vous ne savez pas comment les aborder avec le thème de la culture, je serais ravi de faire votre connaissance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci encore de participer à notre webinaire. À bientôt.